scrupuleusement la consigne et nous avons le grand bonheur d'accueillir Edoui Plenel, que vous connaissez certainement tous, en tout cas par son site Mediapart. Alors je lui laisse la parole et je le remercie. Bonjour à toutes et tous. Pardon de ne pas avoir pu être là pendant les jours précédents, mais les misères du présent, quand on est journaliste, nous requièrent. Et j'étais par exemple hier à Bondy pour la masterclass du Bondy Blog. Et donc je ne pouvais pas venir plus tôt à votre colloque. On m'a demandé, au fond, d'être en résonance avec le thème de vos 3 jours autour de l'utopie. Je pense qu'on me l'a demandé à la fois parce que Mediapart, comme journal indépendant, participatif, j'allais dire comme lieu d'éducation populaire, comme université permanente, est aussi au carrefour de vos préoccupations, et sans doute parce que certains d'entre vous se souviennent que mes premières passions professionnelles ont eu à voir avec l'éducation, ce dont témoigne un livre paru en 85, un peu à contre-courant, car c'était au moment où je sortais en même temps l'affaire Greenpeace, donc ça n'avait pas beaucoup de rapport. La République inachevée, l'État et l'école en France en témoignent. Dans ce livre, à un moment, je rappelle cette phrase que vous connaissez sans doute de Michelet dans Le Peuple en 1846. Quelle est la première partie de la politique? L'éducation. La deuxième, l'éducation. La troisième, l'éducation. Donc, nous allons parler politique. En résonance avec ces manifestes que j'ai publiés, qui sont liés au travail collectif de Mediapart, qui sont Dire non en 2014, Dire nous, contre les peurs et les haines, nos causes communes en 2016, cette année, 2 livres, Dire non, dire nous, qui sont liés par un trait d'union comme un exercice pratique, le livre Pour les musulmans. Mon propos n'est évidemment pas d'apporter des réponses concrètes. Vous-même, vous êtes autrement sur le terrain que je ne le suis, autrement dans la pratique concrète, dans l'engagement concret, et c'est vous qui avez les réponses. Mon propos, c'est de partager en citoyen engagé, journaliste engagé, de partager au fond ce qui peut nous rassembler autour de ce qui est pour moi la question politique centrale. Il y a des questions de programme, il y a des questions de médiation, il y a des questions de politique concrète, bien sûr. Mais il y a une question centrale pour tous ceux qui se réclament du camp de l'émancipation, tous ceux qui refusent la fatalité des conditions, des places assignées, tous ceux qui sont du côté de ce mouvement qu'est l'idéal d'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, ce qui veut dire que nous ne sommes pas prisonniers de notre origine, de notre condition, de notre apparence, de notre croyance, de notre sexe, de notre genre. C'est le cœur de notre moteur d'émancipation. C'est le cœur de ce qui nous met en mouvement. C'est le cœur du déplacement de l'espérance progressiste. Et là, nous avons, depuis quelques décennies, un problème. Non pas justement, d'abord, ce problème des médiations concrètes, mais un problème d'imaginaire, un problème d'idéal, un problème d'horizon. Comment réenchanter cette espérance après les immenses chagrins politiques du XXe siècle? À la fois la catastrophe social-démocrate, commencée en 1914 avec l'Union sacrée, la conversion à l'ordre des choses, au nationalisme, au fond, au conformisme de l'ordre injuste, et de l'autre côté, la catastrophe stalinienne où l'espérance a été trahie. Et donc, comment, sur fond de ce chagrin politique, reconquérir ce que Gramsci appelait une hégémonie culturelle? Comment ne pas laisser cette hégémonie culturelle à ceux qui ont profité de ce chagrin politique pour imposer la leur? Je vais vous proposer une réflexion en 2 temps, entrecoupée à la demande du président de séance d'une petite pause. D'une part, l'illusion du présent, ce que nous avons sous les yeux et combien ce que nous avons sous les yeux
loin d'être un réalisme, loin d'être un pragmatisme, est une illusion nourrie d'aveuglement, nourrie d'incohérence, nourrie d'illusions qui conduisent à de nouvelles catastrophes. Et en deuxième temps, je vais vous proposer une réflexion autour de ce que, dans la continuité du propos d'une historienne, Michèle Riot-Sarcey, d'une historienne du XIXe siècle, de 1830-1848, j'appelle le réel de l'utopie, et un petit mot de conclusion après. L'illusion du présent d'abord. Dans Dire non, je suis parti d'une réflexion de Gramsci, que j'ai citée tout à l'heure, qu'il a, au moment de la deuxième, nous en sommes à la troisième grande crise du capitalisme, celle de 1929-1930. Il est en prison, dans les prisons du fascisme italien. Il est donc ce leader socialiste devenu fondateur du Parti communiste italien, mais qui, par son emprisonnement, n'a pas eu à être confronté au stalinisme et à cette épreuve que ce fut pour tous les militants ouvriers, tous les militants de l'émancipation. Gramsci dit « La crise », et cette phrase est souvent reprise dans la vulgate journalistique, c'est quand un vieux monde se meurt, est en train de mourir et s'accroche parce qu'il ne veut pas mourir, il veut garder ses privilèges, il veut garder son pouvoir, il veut garder ses avantages acquis, et qu'un nouveau monde a du mal à naître. Il est là, il est en jachère, il essaye de percer, mais il ne s'est pas encore imposé. Cette réflexion entre le vieux monde qui meurt et le nouveau monde qui essaye de naître, elle est aujourd'hui banalisée, au point d'oublier le cœur de cette réflexion, qui est la suite de cette phrase. Les deux points. Deux points, dit Gramsci, après avoir parlé du vieux monde et du nouveau monde, il dit « Dans cet intervalle, dans cet entre-deux, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Dans ce piétinement de l'espérance. » Ce qu'une traduction un peu plus poétique en français a traduit en disant « Dans cet intervalle surgissent les monstres ». C'est peu dire que nous sommes servis aujourd'hui. Et nous sommes pris en tenaille entre deux types de monstres. Des monstres évidents et sur lesquels s'appuient les autres pour nous désarmer. Les premiers, ce sont des tueurs d'humanité. C'est cette jeunesse qui rencontre une idéologie totalitaire au point d'oublier sa propre part d'humanité, au point de vouloir tuer ceux qui s'assemblent, ceux qui se mélangent, ceux qui font la fête, ceux qui vont à des spectacles, et ainsi de suite, ou sur les terrasses. Mais de l'autre côté, il y a les briseurs de fraternité, qui s'appuient sur ces tueurs d'humanité pour imposer une politique de la peur, une stratégie du choc, pour, au fond, imposer une politique qui est en fait une politique du pire, qui fait le lit renouvelé des monstres, à l'image de ce que fut la politique des néoconservateurs américains après le 11 septembre 2001. Cette politique fait le lit pour sauver la domination d'une ruse, d'un cheval de Troie. Qu'est-ce que c'est que la domination? C'est la banalisation, la naturalisation de l'idée d'inégalité, qu'un sexe est supérieur à l'autre, que des conditions sont supérieures à des autres, que des cultures sont supérieures à d'autres, que des civilisations sont supérieures à d'autres, que des nations sont supérieures à d'autres, que des religions sont supérieures à d'autres. Nous savons depuis plus de 2 siècles que notre adversaire, c'est ce camp de l'inégalité, qui a des théoriciens, y compris brillants. Joseph de Maistre s'assumait comme tel, le parrain du Patrick de Maistre de l'affaire Bettencourt, le parent. Charles Maurras, dans sa dénonciation des 4 États confédérés, s'assumait comme tel, où il désignait l'étranger, il désignait le franc-maçon, vu comme le camp progressiste, le protestant et le juif. Aujourd'hui, ce camp-là de l'inégalité ne va pas se proclamer comme tel. Il ne va pas dire « je défends l'inégalité, je défends la hiérarchie, je défends qu'il y a des supérieurs et des inférieurs ». Parfois, il le laisse dire dans un lapsus, dans un moment où il se démasque. Mais comment peut-il s'imposer dans la société? Eh bien, son cheval de Troie a cette inégalité naturelle, essentialisée, banalisée, c'est le mot « identité ». Et depuis 3 décennies, c'est au nom de l'identité qu'ils essayent de faire reculer les
combattants, les lutteurs dont vous êtes de l'égalité. Au nom de cette idée que ton identité est menacée, ton identité est en danger, ton identité est malheureuse, et ainsi de suite. Et c'est là où nous avons un défi qui est nous-mêmes d'avoir un imaginaire supérieur qui permette de combattre cette ruse qui gagne évidemment l'ensemble des camps idéologiques, l'ensemble des familles politiques. Évidemment, nous l'avons sous les yeux, la gauche n'en est aucunement protégée, ce poison identitaire, au point que il y a quelques mois, l'actuel Premier ministre, dans un colloque, a défendu l'idée d'une république de l'identité, d'une république identitaire. Alors, pour avancer sur ce réel de l'utopie, il faut comprendre les trois failles de ce que nous avons en face. Il y en a peut-être d'autres, j'en vois trois. D'abord, leur rapport au temps, ensuite leur rapport au monde, enfin la question de l'idéal. Ce qui me frappe, et notamment depuis la vague d'attentats et depuis que cette politique de la peur s'est concrétisée par des lois liberticides, une mise en cause de droits fondamentaux, jusqu'à basculer dans l'idéologie de la purification nationale avec la déchéance de nationalité, c'est combien cette politique, qui fait le lit de nos pires ennemis, que ce soit Daesh ou que ce soit l'extrême droite, est une politique prisonnière du présent. Quand vous regardez, revisionnez le discours catastrophique de François Hollande le 16 novembre, après les attentats du 13 novembre, devant le Congrès rassemblé, vous verrez un discours qui est celui de quelqu'un qui est pris par le présent comme un lapin pris dans les phares. Il n'évoque jamais le passé, c'est-à-dire donc les causes, les origines, et il n'évoque jamais le futur, c'est-à-dire donc les solutions. Il est dans une riposte qui elle-même est prisonnière d'un présent monstre. Une riposte qu'aujourd'hui même les militaires eux-mêmes critiquent. C'est dans le Canard enchaîné, bas de page 3 de cette semaine, où le chef d'état-major des armées critique, au fond, ce militarisme obsessionnel de l'actuel président de la République, qui est celui qui nous aura engagés sans notre autorisation dans le plus grand nombre de conflits à l'étranger, au moins 4 terrains de guerre ces 4 dernières années. Cette exposition qui nous entraîne dans une guerre sans fin, une guerre sans but politique. Et c'est le chef d'état-major qui dit « ben non, la politique des bombes ne sera pas la réponse au terrorisme. Il y a des causes sociales, des causes géopolitiques. On peut refaire toute l'histoire, l'invasion de l'Irak, les différentes guerres qui ont entraîné cette région, y compris à l'initiative de, 4 guillemets, l'Occident depuis les années 80, dans cette région du monde. » Et donc, premièrement, cette question du temps. Nous sommes face à des politiques qui ne fonctionnent qu'à ce que François Hartog, historien de l'Antiquité, a appelé le présentisme, qui font de la politique comme les chaînes d'information en continu, où aujourd'hui efface hier et sera effacée par demain. Une politique de l'oubli, une politique sans mémoire et donc sans futur. Et donc cela pose déjà une première question. Il nous faut créer des discordances des temps. Il nous faut mettre dans ce présent du passé plein d'à présent. Il nous faut retrouver dans la mémoire du passé l'actualité de l'espérance contre cette politique du présent immédiat. Le deuxième aspect de cette politique, c'est l'oubli du monde. Au fond, quelle est la caractéristique de notre époque de transition, celle dont parlait la phrase de Gramsci, le vieux monde et le nouveau monde? Nous ne sommes pas simplement devant une troisième crise. Il y a eu celle de 1857, 56-57 qu'avait commenté Marx, celle de 1929-1930, c'est Keynes, et celle qui existe depuis 2007-2008. Nous ne sommes pas seulement devant une troisième crise du capitalisme. Nous ne sommes pas seulement devant les conséquences sociales de cette crise. Nous ne sommes pas seulement devant la troisième révolution industrielle de notre modernité, le numérique précédé par la machine à vapeur et par l'électricité.
Nous sommes devant une crise de civilisation. Nous sommes les premières générations contemporaines d'une civilisation devenue définitivement globale, définitivement interdépendante, interagissante, définitivement multiculturelle. Une civilisation où, de fait, quelle que soit la façon dont les civilisations hier dominatrices dans un rapport au monde du fort au faible, quels que soient leurs efforts désespérés, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Nous sommes dans ce moment où aucune civilisation ne pourra désormais s'imposer seule aux autres. Ce que la géopolitique traduit en disant un monde multipolaire, en parlant de l'Inde, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, du Brésil et ainsi de suite, c'est aussi cette réalité-là que nous vivons tous dans nos assiettes, dans notre consommation, dans notre langue, dans notre rapport à l'actualité, dans nos mots, dans notre imaginaire. Nous vivons tous ce moment d'une civilisation multiculturelle, d'une civilisation globale. Nous avons en face de nous des oligarchies, des classes dirigeantes, qui sont celles d'un ancien monde déterminé par la façon dont, depuis 5 siècles, notre continent s'est imposé au monde. Comme disait Édouard Saïd, l'Occident comme création politique et non pas comme réalité géographique. Comment il s'est imposé au monde? Et il s'est imposé au monde comme imposant sa culture, ses marchandises, ses armées, ses religions, sans demander l'autorisation à quiconque depuis que Christophe Colomb a désorienté cet Occident, lui a fait perdre son Orient en allant chercher à l'ouest ce qui a créé entre Amérique et Europe l'invention politique de cet Occident. Au fond, ces 5 siècles se terminent sous nos yeux. Le monde qui nous paraît inquiétant, troublant, inédit, c'est le monde qui a tourné sur ses bases au mi-temps du XXe siècle. C'est celui de la conférence de Bandung de 1955, c'est celui du congrès des écrivains noirs de Césaire et Senghor à la Sorbonne en 1956, c'est celui des indépendances, c'est celui des émancipations, c'est celui où, au fond, des peuples désormais se mettent en marche, vaille que vaille, comme nous, avec des progrès et des regrets, avec des indépendances trahies et d'autres cheminements politiques. Mais désormais, comme le disait Aimé Césaire dans sa lettre à Maurice Thorez en 1956, pour ces peuples, l'heure de nous-mêmes a sonné. Ils ont rompu non seulement avec le paternalisme qui a accompagné la colonisation, les impérialismes et leur destruction et leurs crimes, mais ils ont rompu aussi avec le fraternalisme des idéaux progressistes fondés dans l'histoire propre occidentale du mouvement ouvrier et du mouvement progressiste. Ce que Césaire disait derrière ce mot, c'est ce grand frère qui, d'une main ferme, lui, il sait où est l'émancipation, il sait où sont les lumières, et d'une main dure, d'une main ferme, il va vous y emmener. Et c'est là où Césaire dit, non, l'heure de nous-mêmes a sonné, nous irons par nous-mêmes, par nos propres chemins. Vous ne nous émanciperez pas malgré nous. L'émancipation, c'est notre affaire. Reprenant au nom de peuples dominés ce qui fut au cœur de la question sociale et de la question ouvrière, prolétaires, sauvons-nous nous-mêmes. C'est notre affaire et vous ne parlerez pas à notre place. Et donc cette question de l'oubli du monde, elle est centrale. Et elle est au cœur, comme la question de la temporalité, avoir de la mémoire pour inventer du futur, avoir un rapport à l'histoire pour inventer du futur, elle est au cœur de comment nous pouvons réenchanter l'espérance. Pourquoi? Parce que le monde est en nous. S'il y a une caractéristique de ce peuple, de ce pays-ci, c'est qu'il est dans sa constitution, sur une très longue durée, dont en tant qu'enseignant, vous la connaissez aussi bien, sinon mieux que moi, sur une très longue durée, y compris dans la construction de l'Hexagone, y compris dans l'éradication autour de la monarchie absolue de sa pluralité, à partir de Louis XIII et de Richelieu avec Louis XIV ensuite, et du centralisme français. Nous sommes un pays qui s'est en permanence construit en même temps dans l'intégration de sa diversité, la propre diversité des régions, des cultures, c'est un breton d'outre-mer qui vous parle, et aussi, évidemment, la diversité qui est au cœur de notre projection sur le monde.
Nous sommes une Amérique de l'Europe par la constitution de notre peuple. C'est une caractéristique profonde de la France, de son histoire concrète, réelle, dont témoigne y compris le dernier grand livre de l'INED sur les trajectoires de l'immigration qui montre ça et sur la réalité concrète de notre peuple. Nos classes ouvrières, nos classes populaires sont faites de cette histoire. Comme des lions dont vous montriez un petit extrait tout à l'heure, la bande-annonce en est un film exemplaire. C'est une grève ouvrière menée par un comité de grève, animé par 2 délégués CGT qui sont par ailleurs d'excellents militants de lutte ouvrière et qui mènent cette grève démocratique, mais ils la mènent avec le peuple tel qu'il est, au cœur de l'automobile à Aulnay. Le peuple tel qu'il est, eh bien, il a la couleur, la culture, la croyance du peuple tel qu'il est. Et il vient tel qu'il est, le peuple, comme avant les Bretons, comme avant les Belges, comme avant les Polonais, les Italiens, les Espagnols, et ainsi de suite. Et donc nous avons à avoir un imaginaire de qu'est-ce que c'est que nous-mêmes, un imaginaire de la France telle qu'elle est, d'affirmer que le monde est en nous. En clair, de proclamer que face à cette crispation autour « je ne connais qu'une communauté, la communauté nationale », la République une et indivisible, vieille formule très datée, celle de la Révolution française par rapport au combat de l'Ancien Régime pour la démembrer. Non, nous devons dire que la France est une et multiculturelle. Nous devons affirmer cette question de ce que Édouard Glissant appelait l'identité-relation, le refus des identités à racine unique. Et nous témoignons tous d'identité-relation, d'identité en trait d'union, d'identité plurielle, d'identité multiple. Enfin, le dernier point, avant la pause, après cet oubli du monde, je voudrais souligner un point qui me paraît très important pour justement dépasser, au-delà de ce que vous savez tous, j'en fais pour ma part le mieux que je peux la pédagogie, sur la question de ce que c'est qu'un véritable chemin de laïcisation et non pas une laïcité d'exclusion, une laïcité de punition, une laïcité de ségrégation. C'est la question de l'idéal. Nous avons en face de nous ce que Charles Péguy appelait le monde moderne. Je le cite. Je cite le libertaire Péguy, le Dreyfusard Péguy, dans Notre jeunesse, qui est l'hommage à ce combat-là, l'hommage à Bernard Lazare, qui est en même temps un hommage douloureux, puisque Péguy va basculer quand même dans le nationalisme au point d'y perdre la vie dès les premiers mois de la boucherie de 14. Le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire, le monde de ceux à qui l'on n'a plus rien à apprendre. Et Dieu sait si bon nombre de politiques devraient retourner à l'école. Le monde de ceux qui font le malin, le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles, comme nous, c'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique. Et je voudrais terminer cette première partie par ce point, parce que c'est au cœur d'un enjeu pour notre jeunesse. Dans vos engagements au GFEN, dans vos parcours individuels, vous avez à un moment eu besoin d'aller au-delà de vous-même. À un moment, besoin de vous engager, de vous sacrifier, de bouger, de ne pas simplement faire carrière, de ne pas simplement gérer votre petite vie personnelle, de vous tourner vers d'autres, de faire ce choix-là. Et derrière cette question, il y a la question du spirituel dans l'engagement. Que l'on croit au ciel ou pas, que l'on croit à Dieu ou pas. Et c'est un non-croyant qui vous parle. Il y a de la spiritualité dans l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a de l'idéal de l'au-delà de soi-même. Il y a ceux qui pensent qu'il y a un idéal, un au-delà au-dessus d'eux. Mais ce que nous partageons, croyants ou non-croyants, et aujourd'hui les non-croyants sont majoritaires dans notre société, les non-pratiquants en tout cas, et donc les majoritaires doivent toujours s'inquiéter du sort qu'ils font aux minoritaires, c'est que nous devons nous aussi être capables de ne plus tomber dans ce monde que j'entends dans ces crispations vis-à-vis de nos compatriotes musulmans. C'est ce monde qui ne croit plus à rien, même pas à l'athéisme. C'est ce monde qui n'a pas d'autre idéal que la compétition, que la concurrence, que la marchandise, que le pouvoir.
que les rivalités, que les dominations. Et nous devons être capables de retrouver aussi cette dimension qui n'est pas religieuse. Religieuse voudrait dire clerc, voudrait dire autorité, voudrait dire église. Et il y a eu des religions de salut terrestre avec leurs inquisitions et leurs procès de Moscou. Donc ce n'est pas une question de croyance ou non. Mais c'est cette idée de retrouver cet au-delà de nous-mêmes et d'être capable de le faire partager à la jeunesse. Voilà pour mon constat sur ce que nous avons en face de nous. Et puisqu'il faut une petite pause, nous passerons après au réel de l'utopie. Voilà, je vous remercie Edoui. La petite pause en question a été sollicitée hier dans notre atelier par plusieurs personnes et je m'y étais engagé après en avoir référé à Eddy et d'autres. C'est juste pour que ça vous permette, ça résonne dans votre tête, éventuellement échanger 2-3 mots si c'est nécessaire avec votre voisin. Et puis dans 2 minutes, on reprend le cours des choses. Merci.